J'ai observé une chose, les angoisses les plus fortes après 80 ans ne sont souvent pas celles dont on parle le plus. Beaucoup pensent que la mort est la préoccupation principale. Mais si vous passez du temps avec des personnes de 80 ans et plus, vous découvrirez une autre réalité. Souvent, ce n'est pas la mort elle-même qu'elles redoutent le plus. Elles s'inquiètent davantage de ce qui pourrait la précéder. Les changements discrets et progressifs qui touchent leur autonomie, leur clarté d'esprit et leur place dans le monde. Ces angoisses sont silencieuses, mais bien réelles, et influencent leur vie plus profondément qu'elles ne le réalisent souvent. Dans cette présentation, nous allons explorer les 7 craintes principales que la majorité des personnes âgées affrontent après 80 ans. Des angoisses qui vont au-delà des dossiers médicaux et des visites de routine. De la perte d'autonomie à la peur silencieuse d'être ignorée, chacune touche à quelque chose de plus fondamental que la simple résistance physique. Ce ne sont pas de simples peurs, ce sont des signaux d'alerte, indiquant qu'un aspect essentiel de la vie est menacé, avant même le chapitre final. Je vous encourage à rester avec moi jusqu'au bout, car nous allons non seulement identifier ces peurs, mais aussi comprendre leur importance, leurs origines et ce que vous pouvez faire pour réduire leur emprise sur votre vie. Certaines de ces peurs feront écho à vos propres expériences, d'autres vous surprendront peut-être, mais chacune révèle une vérité que nous abordons rarement comme il le faudrait. Alors, si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez d'une personne de cet âge, cette vidéo vise à vous apporter compréhension, réconfort et une nouvelle perspective sur le chemin à venir. Commençons. Numéro 1, la perte d'autonomie. L'une des angoisses les plus profondes et répandues, qui s'intensifie discrètement après 80 ans, est la perte d'autonomie personnelle. Cela signifie ne plus pouvoir s'habiller seul, gérer ses médicaments, ou s'occuper des tâches quotidiennes sans l'aide de quelqu'un. C'est plus que le simple besoin d'aide, c'est ce que cette aide symbolise. Pour beaucoup de personnes âgées, cela représente une brisure dans l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Après avoir passé une vie à prendre soin de soi, des autres, et peut-être même à élever une famille ou gérer une entreprise, il devient difficile d'imaginer avoir besoin d'aide pour se brosser les dents ou lasser ses chaussures. Et même quand ces moments arrivent doucement, une petite chute par-ci, une tâche oubliée par-là, ils pèsent lourd émotionnellement. On ne le dit peut-être pas, mais la question se forme dans un coin de l'esprit. Suis-je encore moi-même si je ne peux plus faire comme avant ? J'ai connu un homme, Walter, 84 ans, qui était très fier de son indépendance. Même quand ses genoux ont commencé à le faire souffrir, il tenait à tout faire seul. Mais un matin, il est tombé en voulant prendre sa douche et a dû appeler son fils à l'aide. Ce n'est pas seulement la chute qui l'a bouleversé, c'était ce sentiment de vulnérabilité. Avant, je transportais du bois et je construisais des vérandas, me disait-il. Et maintenant, j'appelle à l'aide pour me relever du sol de la salle de bain. Passer de faire à être aidé peut être vécu comme une atteinte à sa dignité. Pourtant, voici la réalité. L'autonomie ne disparaît pas dès qu'on a besoin d'aide. Elle se transforme. Elle devient une question de prendre des décisions, d'exprimer ses préférences et de garder un sentiment de contrôle, même si le corps a besoin de soutien. La véritable autonomie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et émotionnelle. C'est la capacité de dire « oui, j'ai besoin d'aide, mais je contrôle toujours la façon dont je vis ma vie ». Et c'est là le point crucial, se préparer avant la crise, mettre en place des systèmes de soutien avant d'en avoir désespérément besoin. C'est accepter des aides comme des barres d'appui, les déambulateurs ou les légumes précoupés, non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des outils qui maintiennent l'engagement dans la vie. Chaque adaptation est une affirmation. Je suis toujours là. Je vis toujours selon mes propres termes. Renoncer à certaines capacités ne signifie pas perdre son identité. Et si l'on peut redéfinir l'autonomie non pas comme une action solitaire, mais comme la liberté de diriger sa propre vie, on trouvera plus de sérénité, plus de contrôle et moins de peur avec les années. Numéro 2, le déclin cognitif. Une peur particulière s'installe quand on n'arrive plus à se souvenir du nom d'une connaissance de longue date ou quand on entre dans une pièce sans savoir pourquoi. Après 80 ans, cette peur n'est plus une simple contrariété occasionnelle. Elle commence à soulever des questions plus profondes. Suis-je en train de perdre mon esprit ? Est-ce le début d'un déclin irréversible ? Pour de nombreuses personnes âgées,
La crainte du déclin cognitif est encore plus forte que la peur des maux physiques. Une hanche cassée peut se réparer. Un problème cardiaque peut être géré. Mais perdre son esprit, perdre ses mots, ses souvenirs, sa capacité à tenir une conversation, c'est comme perdre l'essence même de son être. J'ai discuté un jour avec une dame nommée Carole, 82 ans, qui avait toujours été remarquablement vive, drôle et cultivée. Mais elle a commencé à remarquer de petits oublis. Des rendez-vous manqués, des histoires répétées, des objets familiers égarés. Sa plus grande peur n'était pas la gêne, mais de devenir quelqu'un que ses enfants ne reconnaîtraient plus. « Je ne veux pas être dans la pièce sans être vraiment là », disait-elle. « Je ne veux pas qu'ils me regardent dans les yeux et y voient une absence. Cette appréhension n'est pas infondée, elle est profondément humaine. Nos souvenirs sont plus que de simples pensées. Ils constituent l'histoire de notre vie. Et quand cette histoire commence à s'effilocher, même subtilement, on peut avoir l'impression que la vie elle-même nous échappe. Cependant, il est vital de se rappeler ceci. Le déclin cognitif n'est pas toujours inévitable. Le cerveau est adaptable. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales. Il peut être stimulé et renforcé de manière à préserver sa vitalité et sa réactivité. Des activités comme l'exercice physique régulier, l'engagement social, un sommeil suffisant, une bonne hydratation et l'apprentissage de nouvelles choses peuvent toutes contribuer à protéger vos facultés mentales. Et au-delà des mesures préventives, il y a une autre vérité. Votre valeur intrinsèque ne diminue pas avec votre acuité mentale. Même si votre esprit commence à faiblir, votre présence continue d'avoir de l'importance. Votre esprit résonne toujours avec les autres. Votre sourire communique toujours. Les personnes qui vous chérissent ne cesseront pas de le faire parce que vous oubliez un nom. Elles se connecteront à vous par d'autres moyens. Votre voix, votre chaleur, votre histoire commune. Alors, si cette peur vous préoccupe, ne l'ignorez pas, mais ne lui donnez pas non plus le contrôle de vos journées. Faites ce que vous pouvez pour nourrir votre esprit. Restez curieux, restez connecté, et souvenez-vous, vous êtes plus que vos souvenirs. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 3, la peur de manquer d'argent. Même les personnes qui ont travaillé dur, économisé sagement et planifié leur retraite nourrissent souvent une peur discrète mais tenace après 80 ans. Et si mes économies s'épuisaient, l'idée de voir ses ressources financières diminuer plus vite que prévu peut provoquer une profonde angoisse, non seulement pour payer les factures, mais aussi pour sa dignité, son autonomie de décision et sa capacité à prendre soin de soi sans dépendre des autres. Il ne s'agit pas toujours d'être sans le sou. Parfois, c'est l'incertitude, les dépenses de santé qui augmentent, les urgences imprévues, une longévité accrue. Tous ces facteurs contribuent à la crainte que la stabilité financière ne devienne précaire. Et pour ceux qui ont été élevés à une époque où l'épargne et la responsabilité financière étaient essentielles pour survivre, la perspective de manquer n'est pas seulement troublante, elle est vécue comme un échec. J'ai connu un homme, Georges, 85 ans, qui avait méticuleusement économisé toute sa vie. Il était propriétaire de sa maison, n'avait pas de dette, et pourtant, il s'inquiétait chaque fois qu'il regardait ses finances. « Je ne sais tout simplement pas combien de temps il me reste, disait-il, et je ne veux pas devenir un fardeau financier pour mes enfants. » Il ne menait pas une vie luxueuse, il ressentait simplement la pression constante de s'assurer que son argent durerait, sans savoir pour combien de temps il devait budgéter. Cette peur peut insidieusement diminuer le bonheur. Elle peut dissuader d'allumer le chauffage en hiver, d'accepter des invitations à dîner avec des amis, ou d'allouer une petite somme à quelque chose qui pourrait réellement améliorer la qualité de vie. Elle peut rétrécir le monde, non pas à cause d'une insolvabilité réelle, mais par crainte d'une insolvabilité potentielle. Alors, qu'est-ce qui peut apporter du réconfort ? Premièrement, l'information. Comprendre ce que vous possédez réellement, vos dépenses réelles, et comment organiser vos ressources peut redonner un certain contrôle. Deuxièmement, le dialogue. Parler avec un conseiller financier, un membre de la famille de confiance, ou même une organisation locale de soutien aux seniors peut alléger le fardeau. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses, il faut simplement cesser de porter cette anxiété seul. Et enfin, accordez-vous la liberté d'apprécier ce que vous avez. Vous avez travaillé dur pour cela, vous avez fait des provisions, vous avez été prudent.
Ce n'est pas le moment d'être gouverné par la peur. C'est le moment de dépenser judicieusement, sans appréhension. Une vie épanouie ne se résume pas à amasser chaque centime. Il s'agit d'utiliser vos ressources pour prendre soin de vous, entretenir des liens et préserver la liberté de vivre avec dignité. Numéro 4. Être oublié ou laissé pour compte. Il existe une forme de solitude qui va plus loin que le simple fait d'être seul. C'est la crainte d'être oublié. Pour de nombreuses personnes âgées, surtout après 80 ans, cette peur ne se limite pas à une diminution des appels téléphoniques ou des visites. C'est le pincement silencieux de se sentir invisible, comme si le monde avançait sans vous, comme si vous n'étiez plus qu'un nom dans un annuaire jamais consulté. Même les personnes ayant des familles dévouées peuvent ressentir cela. Les enfants sont pris par leur propre vie, les petits-enfants grandissent, les amis disparaissent ou partent en maison de retraite. Le tissu social qui structurait autrefois votre vie commence à s'effilocher, et le silence qui s'ensuit peut résonner plus fort que n'importe quelle foule. Je me souviens d'une dame nommée Diane, 86 ans, qui m'a confié un jour « Ça ne me dérange pas d'être seule ». Ce qui est difficile, c'est le sentiment que mon absence passerait inaperçue. Elle n'exagérait pas, elle avait une famille. Pourtant, elle disait que le plus dur en vieillissant n'était pas ses genoux arthritiques ou ses cheveux qui s'affinaient, c'était le sentiment de ne plus être importante dans la vie quotidienne de quelqu'un. Personne ne lui demandait conseil, personne n'avait besoin de son aide. Elle était passée d'un centre d'activité à une figure en périphérie. Cette peur est puissante car elle touche au sentiment d'utilité. Nous avons tous besoin de nous sentir valorisés. Et quand ce sentiment commence à s'estomper, cela peut entraîner tristesse, dépression et un désengagement progressif de la vie. Non pas à cause de la santé, mais d'une perte de sens. Mais voici la réalité. Vous n'êtes pas invisible et il existe toujours des moyens de renouer le contact. Commencez par de petits gestes. Contactez quelqu'un avec un mot écrit, un souvenir partagé ou un compliment. Offrez une oreille attentive. Racontez vos expériences, car quelqu'un, même s'il ne le sait pas, a besoin de les entendre. La présence attire la présence. Plus vous vous engagez, émotionnellement, socialement, même spirituellement, plus les autres commenceront à vous voir différemment. Et si votre entourage immédiat ne crée pas d'opportunités, alors créez-en de nouvelles. Rejoignez un cercle de discussion. Discutez avec votre voisin. On n'est jamais trop âgé pour être pertinent. En fait, votre sagesse accumulée est plus indispensable que jamais. Le monde ne vous oublie pas intentionnellement, il va simplement très vite. Parfois, il a besoin d'un petit rappel. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 5. Perdre son conjoint ou un ami proche. Après 80 ans, l'une des angoisses les plus profondes n'est pas celle de sa propre mort, mais plutôt celle de la disparition de la personne qui a été votre partenaire de toujours. Un mari, une femme, un meilleur ami. Cette peur va au-delà du deuil. Elle concerne la rupture d'un rythme de vie établi sur des décennies, les routines familières, les conversations discrètes, le gardien des souvenirs partagés que personne d'autre au monde ne comprend tout à fait de la même manière. Quand quelqu'un de cher disparaît, ce n'est pas seulement son absence physique que l'on ressent, c'est le changement de sa propre identité. On passe de nous à je, de notre maison à ma maison, de préparer deux tasses de café à réaliser qu'une seule suffit. Cette transformation est déstabilisante, même si elle est attendue. Et pour beaucoup, l'appréhension de ce jour est un fardeau porté en silence, redoutant le moment où la maison semblera trop calme et l'agenda trop vide. J'ai connu un homme, Bill, 87 ans, marié depuis plus de 60 ans. Il m'a confié « Je n'ai pas peur de mourir. Je ne veux juste pas être celui qui reste. » Quand sa femme est décédée subitement, il a comparé cette expérience à l'amputation d'un membre. Pas seulement de la tristesse, mais un profond sentiment de déséquilibre. Il avait du mal à cuisiner, à dormir, à formuler des pensées sans entendre la voix de sa femme résonner dans son esprit. « Elle était ma mémoire, disait-il. Elle savait des choses sur moi que je ne me rappelle même plus. » Une perte de cette ampleur n'est pas quelque chose que l'on surmonte simplement. Et la peur qu'elle inspire peut jeter une ombre immense sur la vie quotidienne. Cependant,
Ce qui est crucial, c'est notre façon de nous y préparer, non pas avec appréhension, mais avec attention, en valorisant le temps qui reste, en ayant des conversations franches, en partageant les informations essentielles, les recettes, les souvenirs et les histoires pendant que les deux personnes sont encore là. Et pour ceux qui ont déjà affronté ce deuil, la peur se transforme souvent en un manque profond. Comment continuer seul ? La solution n'est pas simple, mais elle commence souvent par la connexion, trouver de nouvelles façons d'exprimer son affection, de se sentir utile et de continuer sa propre histoire avec dignité. Rien ne peut remplacer ce qui a été perdu, mais de nouvelles phases de la vie peuvent encore inclure chaleur, sens et même un bonheur inattendu. Le chagrin, c'est de l'amour qui n'a plus où aller. Mais votre vie conserve son importance. Votre cœur continue de battre, et les gens autour de vous, amis de longue date, nouvelles connaissances, même des visages inconnus, peuvent encore avoir besoin de votre présence plus que vous ne le pensez. Numéro 6, la douleur physique chronique ou la maladie. En vieillissant, nous nous attendons à certains inconforts et maux. Mais après 80 ans, beaucoup de gens portent une peur plus profonde. Non pas de la douleur elle-même, mais d'être pris au piège par elle, jour après jour, sans soulagement en vue. La perspective de passer ces dernières années dans un inconfort perpétuel peut être plus terrifiante que la mort pour certains, car cela implique une souffrance continue sans issue. Ce ne sont pas les douleurs aiguës et vives qui effraient le plus science, ce sont plutôt les douleurs persistantes et usantes qui ne vous quittent jamais. La douleur chronique a tendance à user les gens, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle affecte le sommeil, l'appétit et les niveaux d'énergie. À long terme, elle peut assombrir l'humeur, diminuer la patience et éteindre la motivation à interagir avec les autres. Et peut-être le plus pernicieux, elle peut être invisible pour les autres. On peut paraître bien extérieurement, tout en portant un fardeau écrasant à l'intérieur. Je me souviens d'une dame, Harriet, 84 ans, qui souffrait constamment du dos à cause d'une maladie dégénérative des disques. Elle m'a dit « Ce n'est pas la douleur en soi, c'est de se réveiller en sachant qu'elle est toujours là, comme un visiteur indésirable que je ne peux pas chasser. » Elle ne cherchait pas la pitié, juste un soulagement, un répit, quelque chose pour rendre les journées un peu plus supportables. Et ce qui rend cette peur particulièrement difficile, c'est l'idée qu'il n'existe aucun remède, que les autres vont simplement la balayer d'un « eh bien, ça fait partie du vieillissement » et vous laisser endurer en silence. Mais cela ne doit pas être le cas. Les méthodes de gestion de la douleur ont progressé. Des options existent. Kinésithérapie, exercices doux, méditation, ajustement alimentaire et même de nouveaux médicaments et traitements non pharmacologiques qui peuvent alléger le fardeau. Il faut simplement exprimer ses besoins. Il faut être prêt à défendre sa propre cause, même si cela demande plusieurs tentatives pour trouver un praticien qui écoute vraiment. Et tout aussi vital que de traiter la douleur, il faut traiter l'isolement qu'elle engendre. La maladie chronique confine souvent les gens dans des sphères de vie de plus en plus petites. Moins on bouge, moins on s'engage. Et bientôt, la douleur devient le centre de tout. C'est pourquoi tendre la main, même quand c'est difficile, est si crucial. La connexion n'élimine pas la douleur, mais elle peut lui donner un contexte. Elle peut rappeler qu'il existe encore de la beauté, des rires et des raisons d'anticiper chaque jour. Vous êtes plus que votre condition médicale. Et bien que la douleur puisse être présente, elle ne doit pas être ce qui vous définit. Il y a encore de la vitalité en vous. Et il y a encore des gens qui se soucient suffisamment pour vous aider à en tirer le meilleur parti. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de commenter numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 7. Être contraint d'aller en maison de retraite. Pour un nombre considérable de personnes de 80 ans et plus, une appréhension domine presque toutes les autres. La perspective d'être placé dans un établissement de soins contre leur gré. Ce n'est pas parce que les résidences pour personnes âgées ou les maisons de retraite sont intrinsèquement mauvaises, mais plutôt à cause de ce qu'un tel déménagement peut signifier. La perte d'autonomie, d'intimité, d'un environnement familier et du contrôle sur sa routine quotidienne. La peur ne concerne pas seulement le lieu, elle concerne le processus de décision lui-même qu'une autre personne décide quand vous quittez votre domicile, la chambre que vous occuperez
et les heures auxquelles vous prendrez vos repas. Elle concerne le sentiment d'être géré plutôt que consulté. Et pour ceux qui ont mené leur vie en prenant leurs propres décisions, cette privation peut être vécue comme une forme de mort. J'ai connu un homme, Harold, 86 ans, qui disait « Je n'ai pas peur de mourir chez moi. J'ai peur qu'on me dise que je ne peux plus y vivre. » Il n'était pas obstiné, il comprenait simplement la signification profonde que cet espace avait pour lui. Il contenait les souvenirs de sa femme, les photos de ses petits-enfants, la vieille cafetière qui fonctionnait toujours à son goût. L'idée de renoncer à tout cela, non par choix mais à la suite de l'évaluation de quelqu'un d'autre, lui causait des nuits blanches. Cette peur provient souvent d'une question simple, quelqu'un écoutera-t-il mes désirs ? Les personnes âgées craignent que leur point de vue ne soit ignoré par les professionnels de la santé, les enfants ou les soignants bien intentionnés qui pensent de savoir mieux. Et si la sécurité et les soins sont sans aucun doute importants, le respect et la possibilité de faire entendre sa voix le sont tout autant. C'est pourquoi il est si crucial d'exprimer vos préférences à un stade précoce avant qu'une crise ne survienne. Documentez-les, communiquez-les à votre famille. Assurez-vous qu'ils comprennent non seulement vos souhaits, mais aussi les raisons sous-jacentes. Si rester chez vous est d'une importance capitale pour vous, dites-le. Si vous êtes ouvert à certaines adaptations, mais souhaitez être impliqué dans leur calendrier et leur mise en œuvre, dites-le aussi. Et aux familles, écoutez attentivement, écoutez vraiment. L'objectif ne devrait jamais être de contrôler la vie de votre proche. L'objectif devrait être de soutenir, de trouver des solutions créatives qui respectent à la fois la sécurité et la dignité. Peut-être s'agit-il d'une aide à domicile à temps partiel. Peut-être s'agit-il de déménager dans un logement plus petit dans le même quartier. Peut-être s'agit-il simplement de visites plus fréquentes pour retarder la nécessité d'une intervention plus importante. Car au cœur de cette peur se trouve une aspiration universelle, le désir de vivre sa vie selon ses propres termes jusqu'à la toute fin. Et plus nous respectons cette aspiration, plus nous apportons de tranquillité aux personnes que nous chérissons et à nous-mêmes. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ces 7 peurs, non pas comme des faiblesses dont il faudrait avoir honte, mais comme des réalités que de nombreuses personnes portent discrètement, jour après jour. Elles n'apparaissent pas soudainement, elles émergent progressivement avec le temps. Un petit oubli ici, une période de silence là, et avant qu'on ne s'en rende compte, on commence à vivre avec plus de prudence. Non pas à cause d'une fragilité inhérente, mais par appréhension de ce que l'avenir pourrait réserver. Mais considérez ceci, identifier une peur est le premier pas pour diminuer son influence. Quand vous la mettez en lumière, vous reprenez un certain contrôle. Vous commencez à prendre des décisions avec lucidité plutôt qu'avec appréhension. Vous commencez à façonner le reste de votre vie avec force au lieu de laisser la peur dicter son cours. Alors, laquelle de ces peurs a le plus résonné en vous ? Était-ce l'angoisse de perdre son autonomie ? D'être oublié ? De connaître un déclin, mental ou physique, même si votre corps endure ? Quoi qu'il en soit, comprenez ceci, vous ne vivez pas cela seul. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signaux que vous êtes encore profondément vivant, toujours connecté à ce qui compte, toujours humain au sens le plus fort du terme. Et tout comme ces peurs sont tangibles, votre capacité à y faire face, à vous préparer, à exprimer vos besoins tant que vous en avez encore la capacité, l'est aussi. Que vous ayez 60 ou 90 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer à accepter ces vérités et à mettre en place les systèmes de soutien et les dialogues qui rendront les années à venir non seulement supportables, mais aussi significatives. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Vous avez surmonté des épreuves. Vous vous êtes adapté à travers de nombreuses décennies de transformation. Vous possédez plus de force que ces peurs et vous êtes plus aimé, plus présent dans les mémoires et plus précieux que vous ne pourriez jamais pleinement le comprendre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.